1995, soit un an avant la sortie japonaise de la N64, Nintendo devient l'actionnaire majoritaire d'un studio anglais, Rareware. Un nom qui, plus de 10 ans après sa séparation avec le géant japonais, déchaîne encore les passions et les regrets. Il faut dire que cette période Nintendo 64 est un peu l'âge d'or du légendaire studio britannique. Une moyenne de 2 jeux par an est majeure pour la plupart. Quelques années plus tard, en 1998, alors que GoldenEye tourne sans relâche depuis 6 mois dans presque tous les foyers équipés du Nintendo 64, le studio de Twycross assomme la planète plateforme avec un ours balourd et un piaf gouailleur. La vieille Gruntilda, qui ne doute pas de son charme, interroge son chaudron. Qui est la plus belle du pays ? Jusqu'au jour où la marmite finit par cracher le morceau. Oui, il existe plus joli minois en la personne de Tutti. Piquée dans son orgueil, la sorcière enfourche son balai et part kidnapper l'impudente pour voler sa beauté et devenir enfin la plus belle du royaume de la montagne perchée. Alors que Tutti se débat dans un grand vacarme, son frère Banjo ronfle. Lorsqu'il se réveille, il est malheureusement trop tard. Notre ours Pato part donc à la rescousse de sa sœur, accompagné du piaf Kazooie qu'il carre dans son sac à dos. A l'origine, Banjo-Kazooie était prévu sur Super Nintendo et s'appelait Dream. Pris en charge par l'équipe des Donkey Kong Country 1 et 2 et dirigé par le directeur de Rare, Tim Stamper en personne, ce devait être un RPG plongé dans l'univers de la piraterie. On y jouait le rôle d'Edison, un garçon armé d'une épée en bois, devant se défaire de la clique du capitaine Black Eye. Le jeune homme n'était pas tout à fait seul, puisqu'un lapin, un chien et un ours devaient l'accompagner dans ses aventures. L'ours en question deviendra le facétieux Banjo. Du projet Dream, il ne reste que quelques musiques mises en ligne par le compositeur Grant Kirkhope. Comme son titre l'indique, on incarne dans Banjo-Kazooie 2 personnages, Banjo et Kazooie. L'ours et l'oiseau vont donc collaborer et mettre leurs aptitudes en commun. Banjo peut frapper, rouler, sauter, tandis que Kazooie permet saut périlleux arrière, coup de bec, et peut aussi transporter son compère sur son dos pour galoper et gravir des pentes sans glisser. Il peut aussi voler, lancer des œufs, effectuer une attaque piquée ou encore devenir momentanément invincible grâce aux plumes dorées. Les nouveaux mouvements s'apprennent au cours de l'aventure grâce à Bottle, la taupe bigleuse et apathique que Kazooie aime chahuter. Le jeu est découpé en 9 niveaux reliés par un même monde, à l'instar de Super Mario 64. L'antre de Gruntilda est devenu célèbre, notamment grâce à sa musique et son architecture grandiose. Au lieu de rentrer dans des tableaux, on va les recomposer à l'aide de pièces de puzzle pour débloquer l'entrée des niveaux. Chaque niveau contient 10 pièces de puzzle et des notes de musique. Ces notes serviront à ouvrir des portes dans la tanière de Grunty. Il y a aussi une correspondance avec les pièces rouges de Mario, ici sous forme de petits oiseaux prisonniers, les fameux Jinjo. D'autres objets sont à récupérer, comme les crânes et les alvéoles creuses. Les crânes permettent au chaman Mumbo de transformer les 2 héros en araignées, en abeilles, en citrouilles, tandis que les alvéoles creuses rajoutent des points de vie sur le même principe que les quarts de cœur de Zelda. La progression de Banjo-Kazooie est donc calquée sur celle des classiques Nintendo, mais Rare a su dépasser cette influence et affirmer son propre style. Banjo-Kazooie, c'est aussi, comme on le devine dès l'introduction, un jeu où la musique joue un grand rôle. Pour ouvrir les portes scellées, il faudra par exemple ramasser des notes. La musique de la tanière est représentative du travail de Grant Kirkhope, qui va utiliser un thème unique et le moduler en fonction des environnements. Au lieu de le hacher distinctement, le thème suit le joueur et évolue d'après sa position. Le même effet est réalisé lorsque Banjo nage sous l'eau, le thème prenant alors des accents aquatiques. Ce système avait été utilisé dans Diddy Kong Racing, mais s'inspire du système eMuse de LucasArts. La musique de Kirkhope est un panaché d'éléments qui trouve ici une belle harmonie, percussions tribales, cris d'animaux, cuivres et sons d'orgue de barbarie. Un travail d'autant plus exemplaire compte tenu de l'espace mémoire réduit réservé traditionnellement aux musiciens chez Rare. Banjo est un jeu de plateforme soucieux de sa prose. Gruntilda elle-même ne plaisante pas avec et ne s'exprime qu'en vers. Si la traduction française du jeu est très satisfaisante, jouer en version originale est vivement recommandé pour ses jeux de mots désopilants et son ambiance bouffonne.
Avec la sorcière, Kazooie est l'autre vedette du jeu. Pas de rime, mais une gouaille sans pareil. L'oiseau rouge, espèce d'autruche ratée, se moque de tout et fustige même les mécaniques de jeu. Elle étrille aussi les conseils de Bottle, dont le rôle et la torpeur symbolisent les tutoriels dans le jeu vidéo. Rare s'amuse de ses protagonistes qui ne sont finalement qu'une équipe de bras cassés. C'est justement dans la défaillance de ces personnages que le joueur va s'y retrouver. Le studio britannique développe un monde nuancé avec ses personnages ordinaires, tantôt paresseux, tantôt pleurnichards, tantôt insolents. Ces traits de caractère offrent à Banjo-Kazooie une certaine truculence. Rare a réalisé un fantastique travail de conteur mais aussi d'architecte. Cette architecture va supporter la narration, au point de rendre l'observation essentielle au joueur. Sa capacité à mémoriser le jeu et sa structure sera mise à l'épreuve vers la fin, lors d'un jeu saugrenu parodiant les plateaux télévisés. Gruntilda interroge Banjo et Kazooie sur des détails, et notamment sur des angles de vue très précis. La suite de Banjo-Kazooie sort en 2000 et commence par une hésitation. L'ours semble avoir oublié ses accords et joue à tâtons du banjo. Puis d'un coup tout revient et le thème d'introduction du premier épisode repart plus endiablé que jamais. Banjo-Tooie, c'est un peu ça. Un Banjo-Kazooie XXL où tout est amélioré. Banjo-Tooie affine le concept du monde principal entremêlé au niveau. Désormais, les environnements peuvent être rejoints non seulement par l'entrée principale, mais aussi par des passages secrets et par un service ferroviaire. Cet enchevêtrement d'environnements témoigne du perfectionnisme de Rare en matière de level design. Tout est harmonieusement lié, de manière organique et sans segmentations artificielles. Un vrai tour de force. Banjo-Tooie intègre des mini-jeux très réussis qui se jouent comme des jeux complets, à l'image du mode FPS rendu très dynamique grâce au plafond bas qui réduisent le temps de calcul. Cette suite renforce aussi le sentiment de solitude et de mélancolie par l'immensité de ses environnements. Un léger crachin tombe sur l'île aux sorcières et tout l'univers est désolé. Dès le début, Gruntilda prend sa revanche et assassine Bottle. Avec son bulldozer, elle perce un trou et déblaye le chemin. On traverse donc la plaine de la montagne perchée avant de suivre les traces mécaniques de cet engin qui laisse entrevoir un monde gigantesque. La construction des niveaux est d'une grande finesse, comme par exemple le monde de glace et celui de feu. La difficulté est aussi revue à la hausse. Bref, Rare nous refait Banjo-Kazooie dans une version ultime à tout point de vue. Non contents d'avoir créé l'un des plus longs jeux de plateforme 3D de l'histoire, les Britanniques parachèvent leur effort avec un multijoueur surprenant et réussi. Ils mêlent FPS, parties de kickball, une sorte de football pratiqué dans le jeu, et plein de défis hilarants. La série Banjo-Kazooie est l'expression de la maîtrise insolente de la Nintendo 64 par Rare. Ces jeux ne se contentent pas de proposer une expérience solide, mais distillent une ambiance unique, similaire à celle d'un conte. Leur douce mélancolie en font des titres plus profonds qu'il n'y paraît. Car Banjo a la pudeur de ne pas tout dire, il nous laisse entrevoir ses mystères, mais ne nous en laissera jamais toutes les clés.